Vous invitez Jennifer Sativi, ils sont déjà sur ce plateau. Tout à fait, donc la tricherie en milieu scolaire, quelle menace? Est-ce une menace pour l'excellence? Nous avons sur ce plateau une ancienne élève, vous êtes aujourd'hui étudiante, Fifa Megalonou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors vous êtes étudiante à l'école normale supérieure de Porto Novo. Oui. Donc vous êtes une enseignante en devenir. Tout à fait. Ok, nous avons également un enseignant à proprement parler sur le plateau, c'est Monsieur Edi Koto. Edi Kami Koto. Edi Kami Koto, bonjour. Psychopédagogue enseignant. Ah d'accord, donc voilà, vous avez les deux casquettes et vous êtes sur le plateau en tant qu'enseignant justement. Donc merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci, c'est un Roch, plaisir. merci. Donc Roch, nous aurons également un inspecteur pédagogique au téléphone. Tout à fait. C'est Monsieur Beledji, Oui. Eugène Beledji. Oui, Monsieur Beledji sera au téléphone dans une trentaine de minutes. Alors, FIFA Megalonou, vous avez été récemment encore, vous étiez encore sur les bancs. Vous n'êtes pas étrangère à ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, la tricherie. Je ne dis pas que c'est vous qui le faites, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de l'avoir fait une fois? Bon, oui, c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à tous les élèves. Après, c'est peut-être le contexte et les motivations qui diffèrent. Ah bon, le contexte. Alors, Oui. dites-nous, dans quel contexte on peut tricher? Bon, on peut tricher à l'école comme ce dont parle le thème que nous abordons aujourd'hui. Oui, Et aussi, bon, avec les frères et sœurs dans les jeux. oui. Dans l'administration, Ouais. à l'école. Ouais. On peut tricher un peu partout. Moi, il m'est personnellement arrivé de tricher dans mes jeux avec mes sœurs. Dans les jeux, maintenant Oui. ici, nous parlons de l'école. Voilà. Nous parlons des évaluations. Lors des évaluations, interrogations, devoirs, est-ce qu'il vous est arrivé de préparer des cartouches ou bien de faire une tricherie en défense ou bien comment vous appelez ça déjà? Non. Tricher et avoir des cartouches, non. Ça ne m'est pas arrivé. D'accord, mais vous savez qu'il y a vos camarades qui ont eu à tricher. Quelles sont justement les formes de tricherie auxquelles vous avez, ou bien que vous avez vues pendant que vous étiez encore sur les bancs du secondaire? Bon, au secondaire, j'ai surtout remarqué deux types de tricherie qui dominent. C'est la tricherie qui consiste à avoir sur soi des cartouches, comme on dit, et aussi celle qui consiste à communiquer avec son voisin de table. Ce sont les deux moyens de tricherie dont les élèves se servent le plus, d'après ce que j'ai remarqué. À part ça, il y a aussi la tricherie en complicité avec les professeurs. Ah bon? Oui, il y a souvent des élèves qui se font encadrer par des professeurs qui les suivent déjà à l'école et qui donc participent parfois à proposer des épreuves. Et ces professeurs-là, dans le contexte des répétitions à la maison, amènent les épreuves, les élèves traitent. Après, il suffit de bûcher et de venir déverser sur la copie. Ah oui. Il y a aussi des fois où le professeur pendant les devoirs, il peut y avoir un professeur ou un surveillant qui ne fait pas partie du corps enseignant. Il arrive aussi que le surveillant souffle quelques réponses aux candidats ou aux élèves. Ça arrive fréquemment. Monsieur Koto, vous avez un peu écouté, on a l'impression que la tricherie aujourd'hui tend à se normaliser, et même avec la complicité de certains surveillants, de certains répétiteurs. Déjà, est-ce que vous avez connaissance du phénomène? Merci. Dire aujourd'hui qu'on n'a pas connaissance de la tricherie, c'est ne pas exister. D'accord. Parce que la tricherie, elle fait partie de notre monde. Et quand nous revenons en milieu scolaire, c'est quand même flagrant aujourd'hui. C'est évident que de plus en plus, les élèves s'adonnent à la tricherie. Les professeurs, oui, parfois servent d'intermédiaires. Et les différentes formes de tricherie qu'elle vient d'énumérer, je pense que c'est quand même ce à quoi nous assistons le plus, et affirmer aujourd'hui que la tricherie n'existe pas en milieu scolaire et même en milieu universitaire, c'est se leurrer, quoi. Ça existe bel et bien. Et aujourd'hui, il faut avouer que cela prend de plus en plus des proportions inquiétantes, parce que, il faut le dire aussi, vous savez, malheureusement, notre système éducatif
ne forment plus forcément des jeunes dignes, des jeunes honnêtes, des jeunes consciencieux, des jeunes qui sont soucieux du devenir de leur pays. La facilité aidant. Et vous savez que ça a tellement étendu ces tentacules que aujourd'hui, on peut se prévaloir de ne pas forcément fréquenter, ne pas forcément aller à l'école et gagner sa vie. Et donc la tricherie est partie de la société pour s'ériger en milieu scolaire. Les enfants apprennent par imitation, par mimétisme. Et donc les jeunes voient aujourd'hui les adultes, parfois même les gouvernants, qui ne sont pas forcément honnêtes dans la gestion, dans la gouvernance de la chose publique. Et donc cela peut aussi les prendre. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Aujourd'hui, les jeunes aiment la facilité et donc c'est la porte ouverte à la tricherie en milieu scolaire. Maintenant, pour le cas des enseignants, aborder, oui, pour aborder le cas des enseignants, ce n'est pas forcément spontanément que cela se fait. Vous vous faites corrompre. Pardon? Vous vous faites corrompre? Non, pas moi, en tant qu'Edi Camille Koto, mais des enseignants, comme elle a dit, des enseignants le font parce que peut-être ces enseignants ne sont pas aussi conscients de leurs responsabilités en tant qu'enseignants. Vous savez, lorsque vous facilitez de cette manière la tâche à l'apprenant, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas parce que tôt ou tard, ça rattrape. Lorsqu'on a accumulé des tares à l'examen, par exemple, il est impossible de s'adonner ou de faire œuvre de tricherie à l'examen. Les candidats le savent. Et quand on vous prend, la sanction, elle est ultime. Lourde. Voilà, elle est lourde. Et donc, les enseignants qui le font, c'est parfois, je peux le dire, je peux me tromper, parce qu'ils ont pitié, en griffe. Ils se disent qu'il faut quand même apporter ou pousser légèrement. Mais je pense que ça ne devrait pas être le cas. L'apprenant doit mériter les notes qui le reviennent de par ses efforts. Il ne faut pas pousser l'apprenant vers un seuil qu'il ne mérite pas en réalité, parce que comme je l'ai dit, ça se dévoile toujours au grand jour, aux examens de fin d'année. Mais vous savez, on apprend souvent qu'il y a certains apprenants dont les parents sont nantis. Ils proposent un deal à l'enseignant ou bien aux enseignants. Ils proposent de fortes sommes d'argent même aux enseignants qui leur soufflent les épreuves. Est-ce que vous pensez que cela mérite toujours d'être appelé enseignant ou bien ils le font et puis il va se débrouiller après, ses parents sont riches, l'essentiel pour lui c'est d'avoir le diplôme, il va se débrouiller après? Cela pose trois problèmes au niveau de l'enseignant. C'est d'abord une question de formation. La déontologie du métier a un certain nombre de règles et de prescriptions que l'enseignant conscient et responsable doit pouvoir respecter. Il est interdit à tout enseignant d'aider de quelque manière que ce soit un apprenant en situation d'évaluation. Deuxièmement, le problème que cela pose, comme vous venez de le souligner, ces enseignants, aujourd'hui, il faut le dire, les enseignants ne sont pas les mieux lotis de la République. Et donc, si vous avez un salaire qui n'a l'air de rien, et que face à ce salaire, on vous propose une situation plus alléchante simplement parce que vous êtes en mesure de filer une épreuve qui doit sortir pour une évaluation, je pense que si vous n'avez pas un mental fort, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, si vous n'avez pas ancré en vous un certain seuil de responsabilité, vous pourrez basculer et accepter tout ce qu'on vous propose. Le troisième niveau, c'est malheureusement aussi les parents. Les parents qui ne sont pas regardants par rapport au travail, aux productions de leurs enfants. Et un peu trop de laisser aller parce que, vous savez, un enfant qui propose par exemple à son enseignant 50 000 francs, 100 000 francs pour avoir une épreuve, ce n'est pas sorti de nulle part. Je me rappelle, j'avais interrogé une de mes élèves, une de mes apprenantes, parce que je l'ai vue avec des billets au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr. Et je l'ai interrogé, mais comment se fait-il que tu possèdes tout cet argent? Et à elle de me répondre,
voilà, c'est papa qui me l'a donné. Mais je dis, comment papa peut te donner tout cet argent là pour venir à l'école? Papa te donne combien comme argent de petit déjeuner? Et elle me répond, non, on ne me donne pas, c'est sur la table et je prends ce que je veux. Et donc, dans ces conditions, on peut s'attendre à ces pratiques. Parce que quand l'enfant déborde de moyens, plus qu'il n'en faut, ça peut lui tourner la tête au risque ou au point de l'amener à vouloir corrompre son enseignant. Très bien. Fifamé, vous avez entendu, hein, bon, je sais que vous avez fréquenté un établissement où il y a beaucoup d'enfants de riches. Est-ce que vous voyez effectivement de vos camarades qui viennent avec de l'argent comme ça et qui en proposent aux enseignants? Bon, c'est monnaie courante de voir des camarades qui viennent avec des sommes importantes d'argent. Mais bon, proposer ça aux enseignants, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Après, en général, quand on fouille bien, ce ne sont pas des sommes que les parents leur ont remis. Ce sont peut-être des sommes qu'ils ont détournées aux parents. Et les parents ne s'en rendent pas compte. Et je dirais peut-être que c'est à cause du laisser-aller. Il y a des parents qui pensent que les moyens pourraient remplacer leur présence et le suivi qu'ils devraient avoir avec les enfants. Donc, il y a l'argent et papa n'est pas là. Il engage un répétiteur et le répétiteur, lui, il doit se débrouiller pour que l'enfant ait son diplôme ou qu'il passe en classe supérieure. Donc, peu importe les moyens, l'essentiel, c'est que papa paye. C'est généralement ce qu'on remarque. Par contre, oui, on a souvent eu vent de professeurs qui traitent déjà les épreuves avec ceux qu'ils suivent ceux qu'ils encadrent à la maison, avant les devoirs ou les compositions. Et c'est peut-être par, on dira, une indiscrétion, l'élève partage ça avec son groupe d'amis, ou on s'en rend compte lors de la distribution des copies. Parce qu'en général, on a l'habitude de comparer nos copies, on se rend compte que c'est un corrigé type complet, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pratiquement pas de rature, il n'y a pas d'hésitation. Donc, ça n'a rien de spontané. D'accord. Est-ce que déjà, en milieu scolaire, on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a de ces apprenants-là qui ne pratiquent pas du tout la tricherie? Quand je dis du tout, c'est qu'ils ne demandent jamais, ne serait-ce qu'une petite formule, une petite précision, mais qui travaillent, ils se servent juste de leur cerveau peut-être de la 6e en terminale ou plus. Oui, je dirais qu'il y en a encore. Il y en a des élèves qui travaillent très bien à l'école sans passer par la tricherie. Il y en a. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a certains professeurs qui traitent les épreuves aux apprenants qu'ils encadrent à la maison. À supposer que l'apprenant consciencieux qui a pris ses leçons, qui travaille et qui se retrouve peut-être face à une épreuve qui lui donne un peu de difficulté et qui n'arrive pas à descendre toute l'épreuve, alors que l'élève pas brillant arrive à descendre l'épreuve et arrive à avoir la meilleure note de la classe. Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion sur l'élève brillant qui travaille et qui n'a pas pu avoir la bonne note? C'est une frustration surtout lorsqu'on se rend compte que celui-là qui ne travaille pas vraiment a eu une bonne note. Non pas parce qu'il a fourni des efforts, mais parce que ça... Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas comment il s'est arrangé. Peut-être on va se dire peut-être que c'est son beau jour, parce que lui-même, il ne va pas dire on m'a traité l'épreuve. On constate, comme tout le monde, qu'il a eu miraculeusement une bonne note dans la matière. Ça arrive. Bon, normalement, ça devrait être une source de motivation pour cet élève-là. Il devrait se dire, si l'autre a pu, c'est que je peux. En considérant bien évidemment que l'autre l'a eu par ses propres moyens, cette bonne note. Il devrait se dire, si l'autre a pu, c'est que je peux. Et se rendre compte que, oui, à ce niveau-là, j'ai une faille et travailler là-dessus. Donc, dans ce cas, on peut dire que la tricherie de l'autre a aidé à motiver l'apprenant consciencieux.
D'accord. Monsieur Koto, partant de ce cas justement, en tant que psychopédagogue aussi peut-être, est-ce que ça ne crée pas, en dehors de frustration, est-ce que ça ne crée pas d'autres choses chez l'apprenant qui est resté honnête tout le long, pendant que peut-être celui qui triche est toujours premier par exemple? Bien évidemment, et j'allais compléter les propos de mademoiselle. C'est deux choses. Soit, comme elle a dit, celui qui était souvent premier et qui se voit ravir la vedette peut vouloir redoubler d'efforts et donc exceller davantage. Mais on peut avoir l'effet contraire. Voilà. Il peut se décourager parce que n'ayant pas consommé ou n'ayant pas accepté, n'ayant pas intégré le fait que le nul en griffe ou le moins bon de la classe vienne, voilà, on arrive à le surpasser. Et qui peut même l'embêter, hein, le narguer. Bien sûr, parce que pour une fois, il a ravi la vedette. Oui. Et donc les deux effets sont à envisager. Et j'allais, si vous permettez, y a-t-il des apprenants aujourd'hui qui ne trichent pas et qui réussissent honnêtement? Il y en a. Il y en a, j'en ai connu. Et pendant les évaluations, vous les observez, ils ne regardent ni à gauche, ni à droite. Dès qu'ils ont pris leurs épreuves et qu'ils ont entamé, ils ne parlent à personne jusqu'à la fin de l'heure. C'est des apprenants qu'on connaît déjà en situation de classe de par leur réaction, de par leur réactivité. Et ça, c'est un modèle d'éducation parentale ou familiale. Ça part de la maison. C'est pour cela que c'est aux parents d'inculquer certaines valeurs d'honnêteté, de franchise à leurs enfants, si bien que l'enfant qui se retrouve, l'apprenant qui se retrouve en difficulté pourrait imaginer ou s'imaginer toutes les éventualités, sauf la tricherie. J'allais aussi dire, les enseignants qui encadrent, normalement, il est interdit, il n'est pas souhaité que l'enseignant qui tient des apprenants à l'école soit en même temps leur répétiteur à la maison. Mais si c'est l'enfant qui l'impose à son parent? Non, les enfants, en fait, on doit pouvoir les aider à réussir honnêtement. Parce que les enfants, ils ont aussi plus de 1000 tours dans leur sac. Et l'enfant le fait parce qu'il sait que demain, nous aurions à traiter des épreuves à la maison qui sortiront à l'école pendant les évaluations. Et donc, c'est pour éviter, et l'être humain étant l'être humain étant fait de chair, capable de fléchir à des moments donnés, c'est pour ne pas en arriver là qu'on souhaite dans toutes les écoles que les enseignants fassent attention à ne pas aller encadrer les apprenants qu'ils encadrent déjà à l'école dans leur domicile. C'est en fait pour éviter ces dérives-là. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un enfant qui vous propose comme coût de répétition par matière 50 000 francs ou bien 80 000 francs. Mais en fait, c'est pas... J'imagine, même à vous. D'abord, ce n'est pas l'enfant qui propose. C'est pas moi, quand les apprenants vont vers moi à l'école et me demandent, voilà, monsieur, après les premiers cours, nous avons mieux compris et je voudrais bien que vous veniez m'encadrer à la maison. La première réaction, c'est que son parent même m'appelle. L'enseignant ne devrait pas en temps normal négocier avec l'apprenant pour les cours de renforcement ou de répétition à la maison. C'est hors norme. D'accord. Donc c'est le parent qui contacte. Et il faut même exiger que tout ce qui est financier, tout ce qui touche à l'argent, soit discuté avec le parent et non avec l'apprenant. Même lorsque le parent, par exemple, en fin de mois, doit rémunérer l'enseignant qui est venu travailler à la maison, il doit éviter au maximum de transiter par son enfant pour payer ce dernier. Je pense que, en tout cas, de ma profession jusque-là, je n'ai jamais eu affaire à un apprenant directement qui m'ait sollicité pour des cours de renforcement. Et même si ça avait été le cas, je n'aurais pas accepté. Très bien. Nous allons voir rapidement avec les parents que nous avons rencontrés ici à Cotonou, ce qu'ils pensent de cette tricherie des apprenants. Et également, nous allons voir quelles peuvent être les influences de la tricherie sur les performances de l'enfant et des autres enfants en classe. Nous écoutons. On sait que la tricherie, c'est du vol. De tricher. Un enfant qui triche, voler le fonds de l'État ne lui fera rien. Donc, c'est déjà son habitude. Ouais, non. L'expérience a montré que ceux avec qui moi j'ai fréquenté, et ils ont triché, au finish là, ils n'ont plus évolué dans la vie. Nous avons besoin des hommes et des femmes honnêtes. On dit souvent que la vérité permet de progresser. Donc oui, effectivement, c'est un fléau à bannir, absolument.
dans nos salles de classe, dans les établissements scolaires, et insister véritablement là-dessus auprès du personnel enseignant, mais également auprès des parents, de façon à ce qu'il puisse y avoir un relais qui se fasse, que ça ne soit pas uniquement à l'intérieur de l'établissement où le directeur ou le professeur ou l'enseignant dit oui, ben, c'est pas bon de tricher. Non, à la maison aussi, il y a un vrai travail à faire auprès des enfants, leur expliquer déjà que ce n'est pas une bonne chose de tricher ou de mentir, et ensuite de permettre à ces enfants-là aussi de leur faire comprendre que lorsque on ment ou lorsqu'on triche, on ne gagne rien et surtout qu'on ne grandit pas. Les parents ont un rôle à jouer à la maison, apprendre à leurs enfants à ne pas toucher même le bic de leurs camarades si c'est tombé. Donc de là, on peut apprendre à l'enfant à ne pas voler n'importe quoi, même une craie. Ouais, donc les parents doivent jouer leur rôle. Et un parent conscient fait déjà ça à la maison normalement. Et ça, quand les parents ne sont pas conscients, bon, ils laissent les enfants l'enfant lui-même à sa portée et il fait ce qu'il veut et puis ça rejaillit sur l'enfant. À l'école, il y a des cours qui sont donnés sur ça. L'enseignement civique. Donc, il y a des cours qui sont donnés sur ça et un enfant qui en tient compte ne cherchera pas à tricher en classe. Il y a des cours qui précisent même sur la tricherie. Et quand un enfant suit ça normalement, il n'a pas s'élever à la tricherie. Et dès qu'il sera dans la société civile, il saura que détourner, ce n'est pas bon. Ce qui crée ça, c'est que les enfants veulent de la facilité. Ils ne veulent pas faire l'effort des autres pour étudier aussi. On croit que bon, on peut faire n'importe quoi, jongler après avoir le diplôme et aller travailler. Donc, quand ils ont le diplôme maintenant, ils sont dans la société, ils cherchent à jongler aussi, à prendre l'argent qui ne leur appartient pas. Et c'est le détournement après. Voilà les réactions des parents que vous avez suivies d'ailleurs. Beaucoup pensent que c'est la leçon que les parents, le pli que les parents donnent aux enfants qui se répercute en milieu scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir le problème? Bien évidemment, je suis tout à fait d'accord parce que l'éducation, ça commence d'abord à la maison. C'est d'abord les parents qui, premièrement, sont des exemples pour les enfants et ensuite qui leur inculquent des valeurs de telle sorte qu'ils n'aient même pas à penser à tricher pour parvenir à leur fin. Donc, si à la maison, papa, dès la base, lorsque l'enfant, il cache un moment derrière son dos, il fait des trucs du genre. Si papa lui refuse ça très sévèrement, en grandissant, il aura à l'esprit que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Oui, mais parfois, on est embobiné par les amis. Lorsque vous êtes dans un groupe d'amis et que c'est cela la pratique, vous aussi, vous aurez tendance à le faire, bien que vos parents vous l'interdisent à la maison. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes exclu de ce groupe de camarades. Et on dit même qu'il y a des groupes de gros tricheurs qui se forment dans les écoles et dans les classes. C'est vrai, c'est vrai. Là encore, je pense que si c'était moi, je préférerais ne pas faire partie de ce groupe. Parce que je pense que dans l'éducation que les parents donnent aux enfants, il doit y avoir aussi cette partie la résistance. Le fait de résister à la pression des camarades lorsque cette pression n'augure rien de bon à l'avenir. On sait tous que la tricherie, même si ce n'est pas forcément immédiat, ça a des conséquences très graves. Donc je pense que si je devais avoir des camarades qui me poussent à tricher, non, ce n'est pas la peine. D'accord. Monsieur Cotton, vous avez également écouté les réactions. Beaucoup de propositions étaient faites surtout aux parents. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Comme elle a dit, l'éducation, c'est d'abord la famille, le foyer nucléaire, qui doit imprimer le rythme ou la tendance d'une bonne éducation, d'une éducation bien assise. Et quand la défaillance se constate au niveau parental, au niveau familial, cela pose un problème au niveau scolaire. Les parents sont
en amont et en aval du processus éducatif de leurs enfants. Malheureusement, il y en a qui ne le savent pas assez aujourd'hui. Nous disons, ou nous nous plaignons souvent aujourd'hui du manque de suivi des parents, parce que justement, il y en a qui doivent forcément courir pour le gagne-pain, qui doivent courir. Et les moyens là qu'ils rassemblent, c'est toujours pour leurs enfants, pour leur progéniture. Donc en fait, parfois, on se retrouve entre le marteau et l'enclume, voulant juger les parents. Mais je pense que ce que nous avons de plus cher, ce sont nos enfants. Et vu que c'est un investissement d'envoyer un enfant à l'école, le parent ou tout parent conscient, responsable, doit rechercher ce retour sur investissement. Sinon, c'est peine perdue. Ce serait peine perdue de scolariser les enfants. Et donc, les parents doivent être aux antipodes du processus. Je ne dirais pas que les parents sont totalement fautifs, parce que comme M. Akouin nous l'a notifié, vous savez, en dehors de la maison, l'apprenant entre en contact non seulement avec ses camarades à l'école, mais la société aussi pourrait agir sur lui. Nous avons 3 types d'éducation: l'éducation familiale, l'éducation scolaire et l'éducation de la rue ou de la société, qu'on appelle communément celle de la société. Et donc, dans ce carcan, l'enfant qui a été bien éduqué à la maison peut dévier, et comme elle a dit, si la résistance n'était pas possible. Et donc, il faut former les enfants non seulement à ce qu'ils soient détenteurs des valeurs de dignité, de morale. Et je pense qu'un parent, parmi les intervenants, a évoqué l'aspect éducation civique et morale dans les établissements aujourd'hui. Malheureusement, il se fait que dans nos curricula de formation, cela n'existe pas. Au primaire, c'est vrai, ça s'enseigne. Mais au secondaire, il n'y a que les écoles confessionnelles qui continuent aujourd'hui de parler d'éducation civique et morale. Et nous trouvons déjà que c'est un problème, parce que si nous continuons d'évoluer ainsi, il faut le dire, aujourd'hui, l'école béninoise s'occupe de l'enseignement et non de l'éducation. On transmet plus de valeurs, des connaissances que l'on éduque. D'accord. Nous allons établir la liaison avec notre inspecteur pédagogue au téléphone, Eugène Bédéji. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la tricherie en milieu scolaire. Est-ce que c'est une menace pour l'excellence? De plus en plus, on remarque que des élèves, au lieu de travailler, préfèrent tricher pour avoir de bonnes notes, pour passer en classe supérieure. Comment expliquez-vous cette multiplicité de tricheurs aujourd'hui dans les établissements scolaires? Bon, je crois que les causes en sont multiples. Et c'est d'abord l'absence, ou bien plutôt l'insuffisance de modèles, de bons exemples donnés par l'adulte. Il y a un pédagogue qui s'appelle Lev Vygotsky, le père du socio-constructivisme. Il dit qu'en fait, contrairement à Jean Piaget, lui, il soutient que l'adulte exerce une influence éminemment et décisive dans la formation des jeunes d'esprit. Puisque l'enfant va trouver à la maison les parents, ce sont des adultes. Il va trouver à l'école des parents, il va trouver à l'école des maîtres, ce sont encore des adultes. Et dans la rue, il aura ses amis. Mais si l'adulte est un bon modèle, offre ce qu'on appelle en pédagogie des figures identificatoires correctes, ça sera décisif dans sa formation, dans son éducation. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'effritement des valeurs morales. L'adulte aujourd'hui n'est plus forcément la lumière, le guide ou la boussole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Si les maîtres à l'école ne se comportent pas bien, si les professeurs dans nos établissements secondaires prennent des libertés vis-à-vis de la droiture, de la probité, et foutent le bazar, permettez le terme, quand c'est comme ça, quand à la maison les parents démissionnent et que l'enfant a le droit de faire ce qu'il veut, parce qu'il voit l'adulte non plus comme le gouvernail, mais comme, disons, même un délinquant.
Et il y a aussi les médias. Ah oui, les médias aussi. Mais regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis. Un président qui refuse de respecter des lois multiséculaires, des lois de démocratie. Les États-Unis, quand même, c'est quand même une démocratie multiséculaire. Mais force est restée à la loi. Mais vous savez, vous parlez tout à l'heure du modèle que beaucoup de parents, que l'adulte ne représente plus aujourd'hui pour les enfants. Mais vous savez, il y a des parents qui sont des modèles et pourtant leurs enfants, à cause des amis qu'ils ont, deviennent de grands tricheurs. Est-ce que là, ce n'est pas la responsabilité des éducateurs que vous êtes qui est mise en jeu? Pas seulement. On doit agir dans une synergie d'énergie constructive. Non seulement à la maison, à l'école, mais également les médias. Si les enfants peuvent regarder la télé, voir n'importe quoi, ce n'est pas bien. Parce que ce qu'ils voient aujourd'hui sur leur smartphone, c'est souvent des pages pornographiques, excusez du peu. Tout cela fait que l'éducation dérape. D'accord. C'est vrai, les éducateurs sont chargés à l'école d'éduquer l'enfant, mais ils sont avec l'enfant combien de temps? Peut-être 6 heures par jour. Et les parents, ils sont à la maison et les 18 heures restantes. Il y a 24 heures dans une journée. Est-ce que vous voyez? Il faut également que les médias... Vous voyez, moi, je ne suis pas pour les télénovelas parce que qu'est-ce qu'on y voit? Des tricheurs. C'est une lutte féroce pour posséder un empire, l'argent. Oui. Hein? Et quand vous voyez les titres même de cette télé, le cercle de feu, la beauté du diable, le diable est beau. Mais tout cela exerce une influence négative sur la formation des enfants. Il faudrait que l'État mette des balises, vraiment des balises sérieuses pour réglementer, pour brider l'élan vers le mal. Le mal qui court, hein, sans frontières. Merci beaucoup, monsieur. On vous a compris. Hein. Il faut que les parents, les éducateurs jouent leur rôle pour que les enfants se remettent. Politiques aussi. Les décideurs politiques aussi. D'accord. Oui. Qu'ils prennent les lois et surtout qu'on les applique. D'accord. Il y a eu dans ce pays l'annulation de concours frauduleux, où tout le monde savait que c'était frauduleux. Voilà des mesures comme ça qui sont des électrochocs. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Il le faut. Parce que comme on le dit toujours, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Tout à fait. Une dernière question pour vous laisser partir. Hein. Quelles peuvent être à long terme les conséquences de la tricherie en milieu scolaire? C'est une société en crise. C'est la famille en crise. C'est l'Église elle-même qui est en perte de vitesse. C'est... Bon, chacun fout le bazar et puis on a la société qu'on a. Comme on fait son lit, on se couche. D'accord. Les jeunes sont la jeunesse en perte de repère moral. Parce que nous ne lui offrons pas de bons exemples, de bons modèles. D'accord. Merci. Parce que les lois ne sont pas appliquées. Parce qu'il y a un divorce saisissant entre principe et pratique. Merci beaucoup, Monsieur Eugène Gbededji. Je rappelle que vous êtes inspecteur et pédagogue. Vous étiez au téléphone. Merci et très bonne journée à vous. C'est moi. Voilà des apports très intéressants, hein, Monsieur Koto, justement. Comment vous avez écouté l'inspecteur pédagogue? Comment est-ce qu'on peut démanteler ces réseaux de tricherie et en venir à bout? Merci. Je pense que nous l'avons dit de plusieurs manières déjà. C'est d'abord l'éducation. Je voudrais dire, dans les séminaires, là où on forme les prêtres, les gens composent sans surveillant de salle. Les gens composent parfois et bien souvent sans aucun surveillant de salle et pourtant aucune tricherie. Vous êtes comment en est... Bien sûr, j'en ai la preuve. Vous avez été... Quelle question.
D'accord, on a compris. J'ai des amis, des collègues et des frères prêtres. D'accord. Donc il arrive qu'on les fasse composer sans aucun surveillant et pas la moindre tricherie, pas même une seule tentative de tricherie. Et je me demande comment en est-on arrivé là. C'est l'éducation. Il faut façonner l'être de façon à le rendre tellement responsable, tellement conscient de ce qu'il a à faire, que même, comme l'inspecteur l'a dit, même sans le gendarme derrière, il soit sage. L'inspecteur a abordé plusieurs aspects que nous avons déjà aussi énoncés ici. Le modèle incarné par les adultes, nous en avons parlé, les enseignants, les autorités à divers niveaux, les parents. Lorsque le parent à la maison n'est pas toujours honnête, l'enfant peut copier. Et ça, c'est très rapidement que le virage intervient, oui. Oui, il y a une façon d'encourager aussi. Hein. Des fois, l'enfant, il ne réunit pas les moyens pour passer, en classe supérieure. C'est le parent qui vient négocier auprès. Et je pense que EducMaster aujourd'hui, avec les réformes au niveau de l'enseignement secondaire du gouvernement, EducMaster, c'est quand même une réforme à saluer parce que les enfants ont redoublé dans un établissement IS. On s'arrange pour falsifier un bulletin de notes dans un autre établissement pour aller les inscrire ailleurs. Je pense qu'avec EducMaster, ce problème est en train d'être définitivement résolu. Et malheureusement, tous les parents qui m'ont abordé depuis que j'ai commencé par enseigner et qui m'ont demandé de les aider à réinscrire leurs enfants qui n'avaient pas obtenu la note ou la moyenne convenable pour passer, ma réponse a été catégorique, c'est non, parce que je dis, il vaut mieux laisser l'apprenant reprendre la classe pour se renforcer plutôt que de vouloir par des stratagèmes l'inscrire ailleurs pour qu'il aille finalement échouer son avis intellectuel aux examens. Parce que le BEPC, le bac, ça ne pardonne pas. Quand tu n'as pas le niveau, tu ne réussis pas. Et l'inspecteur a abordé un autre point, l'influence d'éthique. Cette facilité à laquelle l'éthique dispose aujourd'hui les jeunes pourrait aussi justifier ce que nous remarquons. Sur votre téléphone aujourd'hui, vous avez accès à toutes les informations par rapport à toutes les matières qui s'enseignent à l'école. La preuve, un apprenant a été surpris en flagrant délit de tricherie au lycée Mathieu Bouquet cette année. Apprenant à qui on a retiré le téléphone portable, mais qui est revenu par la suite donner un coup de poing à l'enseignante qui était la surveillante de salle. Voilà autant de dérives auxquelles on peut assister lorsqu'on ne coupe pas le mal à la racine. Et l'inspecteur a parlé aussi, a évoqué l'aspect des décideurs politiques. Vous savez, je pense qu'il y a des décisions que nous devons prendre sans trop tergiverser, sans trop réfléchir. Lorsqu'il y a des situations exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Je veux parler là de la généralisation de l'éducation civique et morale dans les différentes écoles en République du Bénin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement les écoles confessionnelles et quelques rares privés qui enseignent l'instruction civique et morale? Pourquoi pas les écoles publiques du pays? Point d'interrogation. Et moi, j'attends toujours, nous sommes restés sur notre faim après l'installation du Conseil national de l'éducation depuis déjà 1 an. En fait, il y a des urgences qu'il faut pouvoir régler pour revenir aux normes. Il y a de grands professeurs spécialistes de l'éducation qui y sont et qui nous écoutent certainement. Et ils sauront apporter leur pierre justement à la correction de tout ce que vous êtes en train de dire. Avant de passer à FIFAMEN, nous allons lire rapidement quelques messages que nous ont envoyés certains téléspectateurs. Oui, rapidement, 2 messages. Le premier nous dit « On peut parler de la petite tricherie qui consiste à écrire sur de petites feuilles, mais dans ce cas, l'enseignant doit l'empêcher de l'utiliser. Sinon, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. L'autre, c'est vouloir se faire traiter le devoir par un ami, chercher à corrompre le surveillant ou toute autre personne pouvant lui permettre d'atteindre son objectif. C'est déplorable, mais c'est le combat des enseignants de tous les jours. » Un autre message qui nous dit « Les conséquences de la tricherie se manifestent tard en général et sont désastreuses. Échecs répétés aux examens, fonctionnaires, cadres inexpérimentés et bien d'autres. » Voilà, des messages que nous avons eus. Nous disons merci à ces téléspectateurs qui nous envoient leurs messages. Alors, FIFAMEN Ganlono, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éradiquer la tricherie? Je sais que dans certains établissements confessionnels, par exemple, lors des devoirs, on mélange les classes.
Une classe de 6e peut composer avec une classe de la 4e ou bien de la 3e. Est-ce que c'est une méthode efficace pour enrayer la tricherie en milieu scolaire? Oui, c'est une méthode efficace, je pense bien, mais avec ses revers aussi. Ah bon? Oui. Dites-moi. On a eu à faire l'expérience lorsque j'étais au secondaire. Oui. Dans le sens de l'apprenant qui est en 6e, qui compose à côté d'un apprenant qui est en 4e. Celui-là ne peut pas aider celui qui est en 4e, mais celui qui est en 4e peut bien l'aider. Bien sûr. Donc la tricherie est toujours là. Ouais. Il y a aussi que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que peut-être la masse horaire de composition n'est pas la même pour les deux classes et on ne peut pas aisément distinguer quel élève est en telle salle et dans une autre. Les élèves peuvent s'échanger les copies pour que l'autre l'aide et tout. C'est difficile pour le surveillant après de peut-être rassembler les copies, les classer et tout. Il y a tout ça qui fait que, je pense, cette méthode n'a pas été poursuivie lorsque j'étais au secondaire. C'était assez embrouillant. C'est ça. Mais toutefois, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que chaque fois que ça venait, c'était juste au hasard. C'est le lundi matin lors de la composition que vous l'apprenez. Donc peut-être le fait de... les petites prévisions de tu t'assois à côté de moi parce que les élèves, ils ont cette idée où ils subdivisent le cours pour l'apprendre. Tel apprend une partie pour aider l'autre, tel apprend une partie pour aider l'autre. Et ils se disent on s'assoit côte à côte. Mais si le lundi matin, ton camarade n'est pas à côté de toi, ça déstabilise. Voilà. Et parfois, ça le fait prendre conscience. Et ils font appel à leur mémoire, cette mémoire-là de quand est-ce que le cours a été déroulé pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc je pense que c'est une possibilité pour éradiquer la tricherie. Très bien. Et pour votre mot de fin, vous diriez quoi, FIFA Meganlona? Bon, je dirais à mes frères et sœurs qui sont toujours au secondaire que la tricherie, c'est pas bon. C'est pas bon. L'effet immédiat est satisfaisant, mais à la longue, c'est très... On ne peut pas limiter les dégâts. Et aussi, la tricherie, ça rend sournois et très malhonnête. Une fois que tu as commencé et que tu as des retours positifs, tu as du mal à t'en passer. Ça rend paresseux. Ça n'aide pas. Aux examens aussi, il n'est pas aisé de tricher. Je dirais également, petit conseil aux parents, d'aider les enfants, de vraiment les encadrer. C'est aux parents de remarquer les failles de l'enfant et de décider du répétiteur qui est approprié. Ce n'est pas la responsabilité de l'enfant. Les enfants ont vraiment besoin des parents dans leur cursus scolaire parce qu'il y a quelques dérives qui sont justes. SOS aux parents. Franchement, j'ai besoin d'attention. C'est un peu ça. Donc, je pense que l'honnêteté, c'est beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup, FIFA. Et Monsieur Koto, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Merci. Bossuet, Fabry diront si la terre n'était pas travaillée, ne produirait rien. De même, si mon intelligence n'était pas cultivée par l'étude, elle resterait stérile. Et je pense que c'est d'abord une question de responsabilité individuelle au niveau des apprenants inscrits à l'école. Un des intervenants dans le micro-trottoir a abordé l'aspect incompétence des cadres qui nous gouverneront demain. Et c'est vraiment un problème. Ça commence à la base. Nous avons eu vent des derniers concours des auditeurs de justice en République du Bénin annulés pour fraude au cours de ces concours-là. Donc, vous voyez, le mal est profond. Le mal est profond. Et ce que nous recommandons, pour finir, c'est d'abord la multiplication des évaluations, par exemple, en situation de classe, parce que les apprenants trichent, parce qu'ils ne sont pas bien préparés, ils n'ont pas la maîtrise du cours, et appeler aussi les enseignants à être compétents en dispensant les cours, parce que si l'enseignant fait bien son cours et que l'apprenant a compris, il n'y a pas de raison que ce dernier ne s'en sorte pas. L'éducation à l'honnêteté, à la citoyenneté, l'éducation civique, l'éducation morale, voilà autant de vœux, de valeurs, on peut le dire, que nous aurions souhaité
qu'on fasse revenir dans les curricula de formation. Et il faut que véritablement les parents jouent leur rôle en amont et en aval dans le processus, parce que si vous laissez vos enfants devenir des tricheurs, demain, ça vous retombera là-dessus, ce que nous ne souhaiterons pas. Merci beaucoup, Eddy Camille Koto. Vous êtes enseignant psychopédagogue également. Merci beaucoup.